Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Avez-vous bien dormi à propos de la Journée internationale du sommeil 2021. Relaxing, le leader en Suisse pour le bien-être et santé au travail, nous avons sollicité à nos clients, les entreprises, les PME de la Suisse romande, de poser des questions à leurs collaboratrices, collaborateurs liés au sommeil. Et on a reçu beaucoup de questions. Donc, merci beaucoup de votre participation. Malheureusement, on n'aura pas le temps aujourd'hui de passer toutes les questions, donc peut-être dans une prochaine occasion. Et nous sommes très heureux d'être en ligne avec les spécialistes renommés du sommeil, les directeurs du Centre de sommeil de Florimont à Lausanne. Donc, c'était un honneur d'accueillir Dr. Tiffany Raffray, psychiatre, psychothérapeute, et aussi Dr. José Abarrubio, neurologue. Donc, merci beaucoup d'être là. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous avoir aujourd'hui en ligne. Docteur, le fait qu'on avait reçu beaucoup de questions concernant le sommeil, donc ça montre l'intérêt du sujet, mais aussi ça montre qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être ils ont des troubles de sommeil. Donc ma première question c'est, qu'est-ce que c'est le sommeil et quel est l'impact du sommeil dans notre santé? En fait, bon, les sommeils, c'est encore un grand mystère. On ne sait pas très bien, même avec les recherches actuelles, pourquoi on dort. Mais en tout cas, on est tous d'accord pour dire que le sommeil, c'est une fonction biologique essentielle. On ne peut pas vivre sans dormir. Tous les êtres vivants, tous les animaux dorment. Et on sait aussi que le sommeil est nécessaire pour le bon fonctionnement du corps et de l'esprit. Donc, notre bon fonctionnement physique et psychique dépend d'un bon sommeil. Excellent. Et est-ce qu'on connaît l'impact du sommeil, d'un bon sommeil ou mauvais sommeil dans notre santé? Oui, alors ça, on connaît un petit peu mieux effectivement l'impact, notamment des troubles du sommeil. Quand on dort mal, on peut avoir différents problèmes de sommeil et principalement des problèmes au niveau du cerveau, puisque le seul organe pour lequel il est indispensable qu'il puisse dormir, c'est le cerveau. Donc si vous dormez mal et de façon répétée, vous allez avoir du mal à vous concentrer, vous risquez de faire une dépression, vous allez être somnolent, par exemple. Ok, super. Et voilà, donc je vais commencer pour les questions qu'on a reçues en fait, les collaborateurs, des gens ici de la Suisse romande. Quelles sont vos recommandations afin de s'endormir plus rapidement ou les techniques pour vider la tête et s'assurer un bon sommeil? Bon, ce n'est pas une question facile. Hein. On aimerait tous avoir la réponse à cette question, une recette magique. En fait, c'est plus un ensemble des comportements et d'attitudes par rapport au sommeil qui est important de respecter. Donc, c'est ce qu'on appelle les règles d'hygiène du sommeil. Alors, une chose qui est très importante, c'est par exemple la régularité. Donc, le sommeil, c'est une fonction biologique, hein, mais c'est aussi un rythme. Et c'est très important d'avoir des rythmes les plus réguliers possibles, notamment l'heure de lever, essayer qu'elle soit régulière pour que le cerveau s'habitue vraiment à avoir ce rythme. Une autre chose qu'on recommande toujours aussi, c'est vraiment aller au lit quand on a envie de dormir, quand on est somnolent, et vraiment réserver les lits au sommeil pour que le cerveau apprenne que vraiment les lits, c'est pour dormir. Et effectivement, avant d'aller au lit, créer toutes les conditions qui sont favorables à l'endormissement. Donc, essayer justement de déconnecter et d'avoir des activités plutôt reposantes qui nous décontractent pour favoriser l'entrée dans le sommeil. Ok, super. Donc, c'est aussi lié à notre question. Finalement, toutes les questions, elles sont liées au sommeil, mais comment faut-il se comporter pour avoir un sommeil réparateur? Là, pour avoir un sommeil réparateur, je pense que José nous a donné la clé, ça va être la régularité des heures de lever, c'est ce qui va le mieux permettre de réguler le bon déroulement du sommeil. Et puis ensuite, le soir, notamment, éviter les écrans. Alors, on est dans une société où les écrans ont pris une place importante dans notre vie. C'est difficile de se passer des écrans le soir, mais en tout cas, dans l'heure ou idéalement dans les 2 heures avant de coucher, il faudrait laisser les écrans de côté parce que leur lumière est forte, est stimulante, et elle va perturber le bon déroulement de l'hormone de la nuit, qui est la mélatonine. Et si on ne produit pas suffisamment ou trop tard de la mélatonine, on va avoir un sommeil moins réparateur et plus de difficultés d'endormissement. Donc la chasse aux écrans le soir est vraiment importante pour avoir un bon sommeil. On a aussi une question, donc quantité versus qualité du sommeil. C'est quoi le plus important?
les deux, hein, si on peut. Alors, en tout cas, effectivement, ce qui est important, c'est que le sommeil soit un sommeil récupérateur. C'est que, comme on disait, voilà, les fonctions du sommeil, c'est encore un peu mystérieux, mais il faut qu'on soit bien pendant la journée. Donc, l'objectif, c'est surtout être bien pendant la journée. Et comment est-ce qu'on obtient ça? On obtient ça avec un sommeil d'une durée suffisante, mais surtout d'une bonne qualité et d'une bonne continuité. Donc, nous, on privilégie souvent plus la continuité du sommeil que la quantité. Vous pouvez dormir 10 heures, mais si votre voisin vous réveille toutes les demi-heures, quand vous vous réveillez, vous dites, oh là, c'est la pire nuit de ma vie. Par contre, vous avez dormi 10 heures. Et par contre, parfois, si vous dormez 6 heures, mais si c'est un sommeil continu, peut-être vous vous sentez mieux. Et donc voilà, on travaille beaucoup sur la continuité, sur la qualité du sommeil, plus que nécessairement sur la quantité. Ouais. Et est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il y a un nombre d'heures minimum ou ça dépend des gens en fait? Alors, ça dépend des gens. C'est vrai que souvent, on dit on a besoin de 8 heures pour dormir. Les gens qui viennent nous voir souvent nous disent j'aimerais retrouver mes 8 heures. Alors, 8 heures, ça correspond à un peu plus que la moyenne du nombre d'heures dormies dans la population générale. On n'est pas trop loin de la moyenne. Et on a des petits dormeurs qui fonctionnent très bien avec 5-6 heures de sommeil, des longs dormeurs qui vont avoir besoin de 9 heures, et s'ils dorment que 8 heures, ils seront fatigués. Donc, ça varie d'un individu à l'autre. Et la moyenne tourne plutôt autour des 7h15, 7h30. Et on n'a pas un test qui va nous permettre de dire pour telle personne, on a besoin de tant d'heures de sommeil. Il faut se fier à comment on se sent la journée. Si on est en forme, a priori, on dort suffisamment. Si on doit lutter contre le sommeil, qu'on pique du nez un peu trop en réunion, qu'on a du mal à rester réveillé, on a peut-être intérêt à essayer de dormir un peu plus. Ok, super. Une autre question qu'on a reçue, c'est je me réveille presque toutes les nuits vers 3 heures du matin. Je pense au travail, les autres. Et après, j'ai du mal à me rendormir. Le pire aussi, c'est que je n'arrive pas à faire des siestes pendant la journée pour récupérer mon manque de sommeil. Que puis-je faire? Bon, c'est pas, à nouveau, c'est pas une question facile. On n'a pas une recette magique pour ça. En tout cas, il faut imaginer toujours que si on est réveillé ou endormi, c'est une question d'équilibre entre les systèmes dans le cerveau qui produisent l'éveil, donc qui nous permettent de réveiller, les systèmes qui produisent les sommeils. Quand tout va bien, ces deux systèmes sont en équilibre. Donc, quand on est réveillé, c'est le système de l'éveil qui fonctionne et on freine, on inhibe le système du sommeil. Quand on va dormir, c'est la machine du sommeil qui se met en route et on doit freiner le système de l'éveil. Et quand on dort mal, souvent, en tout cas quand on a une insomnie, souvent ce système de l'éveil est très fort. Il est tellement fort qu'une fois qu'on se réveille, tac, on est parfaitement réveillé, notre cerveau il est en pleine activité, et là on dort un peu par épuisement, enfin on accumule jusqu'à que la balance tombe, mais on peut passer un petit peu toute la nuit dans ce déséquilibre entre le système de l'éveil qui est très fort, le système du sommeil qui n'arrive pas à s'imposer. Ce qui explique, c'est qu'effectivement, même après une mauvaise nuit de sommeil, on n'arrive pas à dormir pendant la journée parce que cet état d'hyper-réveil nous empêche de dormir. Et les techniques qu'on utilise pour essayer de réapprendre à dormir, c'est des techniques qui se basent un petit peu sur ce système pour rééquilibrer l'éveil et le sommeil. Est-ce qu'il y a des techniques faciles quand on se réveille à 3 heures? Est-ce que j'imagine que peut-être prendre l'écran, l'iPad ou l'iPhone, ce n'est pas une bonne idée, non? Non, alors c'est sûr que ce n'est pas une bonne idée parce que ça va nous réveiller encore plus. Ce que l'on dit, c'est que si on n'arrive pas à se rendormir, si on commence, on dit au bout de 15-20 minutes, en tout cas si on commence à tourner, à s'énerver, à cogiter, qu'on n'arrive pas à se rendormir, il vaut mieux se lever. Il vaut mieux aller faire autre chose, une activité plutôt calme, mais intéressante, qui nous fait plaisir. On peut aller lire, écouter de la musique et puis retourner se coucher quand on sent à nouveau le sommeil qui vient. Parce que rester au lit à ne pas dormir, c'est la garantie de continuer à ruminer, de continuer à s'angoisser, de continuer à se réveiller et de ne pas réussir à se rendormir. Il vaut mieux se lever. Et ce n'est pas la nuit qu'on va trouver la solution pour se rendormir. C'est plutôt sur la gestion de la journée en évitant notamment la sieste. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il faut bien, si on se réveille pendant la nuit, après on a un peu de marre et tout ça, est-ce qu'on doit peut-être se réveiller plus tard ou est-ce qu'on doit garder l'horaire? C'est une bonne question, mais dans ces cas, ce qui est très important, c'est garder toujours le même rythme. Donc, effectivement, même si on passe une mauvaise nuit, c'est lever à l'heure à laquelle on doit se lever pour garder toujours ce rythme, parce que sinon, le risque, c'est que ça va
ça va s'échronifier, on rentre dans un cercle vicieux qui est très dangereux, c'est qu'effectivement, on dort mal la nuit, donc on se lève plus tard, et en plus, comme on est fatigué, on fait une sieste. Mais si on se lève plus tard et on fait une sieste, la nuit d'après, on va avoir plus de difficultés à s'endormir. Et c'est là où on rentre dans le cercle vicieux de l'insomnie. Plus on dort mal, plus on a tendance à mal dormir. Donc, c'est là où les mauvaises nuits, c'est encore plus important d'avoir un rythme régulier et se lever vraiment à une heure. OK. Une autre question, donc, est-ce que le fait de travailler toute la journée sans lumière naturelle dans un sous-sol, un laboratoire, peut affecter le sommeil? Oui, ça va affecter le sommeil et le fonctionnement global de l'organisme. Nous sommes des animaux diurnes, on dort la nuit, on est réveillé la journée grâce notamment et principalement à l'impact du soleil et de la lumière naturelle. On y est très sensible et c'est l'exposition à la lumière naturelle qui va permettre de réguler notre horloge interne. Et c'est cette horloge interne qui va décider de la production de l'hormone qui est la mélatonine, qui va nous permettre de dormir la nuit. Donc, si la journée, on n'est pas suffisamment exposé à la lumière, notre horloge interne va se déréguler, va être mal entraînée, on va se sentir un peu plus fatigué et on va moins bien dormir. Donc, c'est très important si on travaille dans des locaux sans lumière naturelle, soit d'avoir des lampes spéciales de haute intensité, et puis surtout, lors des pauses, de bien prendre le temps d'aller dehors, de s'exposer à de la lumière naturelle. OK, super. Donc, une autre question qu'on a eu, peut-être un peu drôle, mais c'est un peu la vérité aussi. Boire de l'alcool avant de dormir est une bonne technique de relaxation. En fait, c'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent ça. Et en fait, l'alcool, c'est un très, très mauvais somnifère. C'est vrai, l'alcool, ça nous endort plus facilement, mais après, le sommeil, il est beaucoup plus fragmenté. On a plein de petits réveils, alors parfois des réveils très courts. Donc, on ne se rappelle pas nécessairement, mais le sommeil, une fois qu'on a bu de l'alcool, c'est un sommeil de très mauvaise qualité. Et donc, quand on se réveille, souvent, voilà, on n'est pas très, très frais, on n'est pas très bien reposé. C'est justement parce que la qualité du sommeil et peut être très affecté par l'alcool. Donc, à éviter le petit whisky avant de s'endormir. Oui, en tout cas, de petites quantités peut-être, mais en tout cas, éviter de boire de l'alcool pour s'endormir. Ce n'est pas du tout un bon somnifère, ça c'est sûr. Oui. Et est-ce que l'activité physique peut affecter le sommeil? Dans quelle mesure? Est-ce qu'il y a des activités physiques bonnes et mauvaises pour le sommeil? Oui, alors il y a des liens très étroits entre l'activité physique et le sommeil. En fonction, l'activité physique va pouvoir favoriser ou au contraire empêcher la survenue du sommeil. Quand on fait du sport, on s'active physiquement, on a la température interne qui augmente. Et si on fait du sport trop proche du coucher, on va aller se coucher avec une température trop élevée. Or, pour s'endormir, notre corps a besoin de diminuer sa température interne. Donc, du sport trop proche du coucher risque d'entraîner des difficultés d'endormissement. À l'inverse, faire du sport plutôt en début de journée va être très favorable pour donner un bon signal d'éveil à notre organisme et pour réguler notre horloge biologique. Donc le sport préférentiellement le matin, à éviter juste avant le coucher. Après, en fonction des obligations, on n'a pas toujours le choix du moment où on peut faire du sport, mais éviter trop tard le soir, ça c'est certain. Donc, imaginez-vous donc, dans une situation qu'on ne dorme pas bien pendant quelques jours. Est-ce que quand même l'activité physique, on doit le faire même si on se sent fatigué? Est-ce que ça peut aider? Et quel genre d'activité physique on doit faire pour aider au sommeil? Donc, à nouveau, effectivement, comme la docteure Rafraï disait, donc l'activité physique est très importante pour avoir un bon éveil. Et en fait, il faut imaginer que le sommeil, c'est aussi une continuité de l'éveil. Donc, effectivement, si on a une bonne activité physique, surtout avec une bonne exposition à la lumière, plutôt les matins, justement pour donner ce signal d'éveil au cerveau, on a beaucoup plus de chances d'avoir un bon sommeil que si on n'a pas d'activité physique ou si on n'a pas une bonne exposition à la lumière. Donc plutôt effectivement une activité physique à l'extérieur, à la lumière et plutôt les matins, en tout cas pas tard les soirs. OK, super. Une autre question que c'est lié à la température, vous avez parlé de ça. Donc, à quelle température la chambre doit-elle être pour un meilleur sommeil? Chaud, froid? Alors plutôt une température fraîche. On a tous fait l'expérience l'été, quand il fait très chaud, de mal dormir. Et c'est un effet direct de la température sur notre corps. Comme je vous le disais tout à l'heure, naturellement, l'organisme diminue sa température pour pouvoir s'endormir et ça continue au cours de la nuit. C'est vraiment au milieu de la nuit que notre corps a sa température la plus basse. Et puis ensuite, ça remonte tout doucement
au moment du réveil. Donc, il vaut mieux favoriser un environnement de sommeil avec une température fraîche. Donc, ne pas trop chauffer la chambre, moins peut-être que d'autres pièces, si on peut. Alors, la température idéale, on dit que c'est autour de 18 degrés. Alors après, il faut évidemment se sentir confortable, mais plutôt une température fraîche. Ok. Une autre question. Donc, je m'endors tôt le soir, 9h30, je n'arrive pas à lutter, mais enfin, je me réveille souvent à partir de minuit, tous les 2 heures, et après, je sonne par période. Oui, donc voilà, donc justement, on a une horloge biologique un petit peu qui marque les rythmes. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont plutôt du soir, hein, qui sont plutôt des couches tard, qui vont se lever tard, d'autres qui sont plutôt du matin, donc qui se couchent tôt, qui se lèvent tôt. Après, effectivement, on a aussi des rythmes sociaux, hein, donc notamment le travail nous impose toute une série de rythmes et il faut essayer de trouver les rythmes qui nous conviennent les plus. C'est sûr que c'est s'endormir très tôt en soirée. C'est pas bon dans le sens où c'est sûr qu'au milieu de la nuit, on s'est réveillé parce que le cerveau, il a eu sa dose de sommeil. Donc, on ne peut pas forcer les cerveaux à faire plus de sommeil. Donc, ce qu'il faut faire, c'est effectivement s'activer les soirs. Donc, c'est sûr que si on a une activité calme, monotone, si on est devant la télévision avec peu de lumière, on va s'endormir. Par contre, si on sort, si on fait une petite promenade, si on a une activité, quelque chose qui nous active, ça sera bien. Et dans certains cas, effectivement, on utilise la lumière un peu à l'inverse. Donc, normalement, beaucoup de lumière les matins pour se réveiller et peu de lumière les soirs pour s'endormir. Mais certaines personnes, parfois, on applique la lumière justement les soirs pour repousser un petit peu l'heure des sommeils et qu'ils s'endorment à des heures plus convenables. Okay. Mais en tout cas, éviter des activités trop monotones les soirs si on a tendance à somnoler devant la télévision. Ça, c'est sûr. Ok, super. Le ronflement, est-il un signe d'un beau ou un mauvais sommeil? Comment le réduire ou l'éviter aussi afin de ne pas gêner son partenaire? Alors, le ronflement n'est a priori pas un signe de bon sommeil. Alors, ça ne veut pas dire que le sommeil est mauvais, mais c'est pas en présence d'un ronflement, on ne va pas se dire ah, on ronfle bien, donc on dort bien. Hein, quand on ronfle, c'est qu'il se passe quand même quelque chose a priori au niveau des voies aériennes supérieures, du nez ou de la gorge, qui entraîne une vibration. Donc, il y a souvent un excès de tissu qui va se mettre à vibrer. Et ça peut être accompagné, ça peut s'associer avec des apnées du sommeil, qui est une maladie fréquente et qui entraîne vraiment un sommeil non réparateur et qui peut entraîner un risque cardiovasculaire. Tous les ronflements ne sont pas associés à des apnées, mais c'est quand même un signe d'alerte. Donc, il faut se poser la question si je ronfle et qu'en plus je suis fatiguée, ça vaut le coup de consulter pour savoir si on n'a pas des apnées du sommeil. Si c'est un ronflement entre guillemets simple, isolé, qui peut être effectivement gênant hein, sur le plan social, au sein d'un couple, on peut porter des sortes de petites gouttières au niveau de la mâchoire qui vont permettre d'ouvrir très légèrement les voies aériennes et qui peuvent être une très bonne technique pour stopper le ronflement. Tous les sprays, les pinces qu'on peut mettre sur le nez, etc., ça ne fonctionne pas. Vous allez perdre votre argent, donc ça à éviter. Par contre, les sortes de gouttières, ça marche plutôt bien. Super, excellent. La turbo-sieste en entreprise ou au milieu de la journée pour une meilleure productivité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est très bien. Enfin, moi, je suis espagnol, hein, donc ce n'est pas un espagnol qui va dire le contraire. Effectivement, toutes les études démontrent qu'une petite sieste en début d'après-midi, ça augmente nos performances, ça augmente vraiment nos capacités de concentration, même au niveau de l'entreprise, économiquement, ça a été démontré que les gens sont plus productifs. Alors, c'est plutôt une bonne chose. Après, effectivement, il faut trouver les moyens de les faire. À l'exception des personnes qui souffrent d'insomnie ou qui ont un sommeil fragile la nuit. Parce que là, on essaye plutôt de concentrer le sommeil la nuit, et donc il faut éviter les siestes. Mais sinon, les siestes, c'est effectivement quelque chose qui améliore notre vigilance pour le reste de la journée. Et est-ce qu'on doit limiter le temps de la sieste ou comme... Alors oui, si on parle de turbo-sieste, c'est vraiment une sieste courte, 10, 15, 20 minutes grand maximum, parce que sinon, si on dort trop, déjà, on risque de se réveiller un petit peu confus, avoir du mal à retrouver ses esprits et se remettre à travailler ou reprendre ses activités. Et puis, ça risque vraiment d'impacter la nuit suivante. Donc, dans le cadre du travail, c'est vraiment l'idée de cette turbo-sieste qui va être surtout rafraîchissante sur le plan cognitif, sur le plan de l'énergie, mais qui ne va pas permettre de compenser un manque de sommeil. Les siestes courtes, il faut mettre un réveil à sonner pour être sûr de ne pas s'endormir et de partir dans une longue sieste. Okay. Donc là, j'ai maintenant une question peut-être un peu plus technique, mais quel cycle du sommeil nous aide à récupérer le plus?
Alors, effectivement, le sommeil, ce n'est pas un phénomène uniforme, hein. Il y a différentes phases pendant le sommeil. Donc, on appelle le sommeil léger, après le sommeil profond, après le sommeil paradoxal, qui est un peu le sommeil où on a plus de rêves, ou les rêves les plus élaborés. Et tout ça se répète par bloc, par cycle. On fait sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal, et ça continue, sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal. On fait plusieurs cycles au cours de la nuit. C'est vrai que là où on se repose le plus, c'est le sommeil profond, parce que c'est là où vraiment le cerveau se ralentit et c'est là où on récupère le plus. Le sommeil paradoxal est aussi très important au niveau de la mémoire, au niveau de la gestion des émotions. Et c'est un petit peu ces deux parties, surtout le sommeil profond et aussi le sommeil paradoxal, qui sont les plus importants. Ok, super. Et quel est l'impact de la pleine lune sur le sommeil? Pourquoi souvent les gens ne dorment pas bien lors de la pleine lune? Et aussi, est-ce on doit positionner le lit dans une façon spécifique? Alors, par rapport à la pleine lune, docteur Abarobio a participé à une étude justement pour étudier l'impact. Peut-être je vais te laisser répondre. En fait, oui, donc voilà, il existe un petit peu dans toutes les cultures, hein, c'est très culturel, cette idée qu'à la pleine lune, il y a toute une série de modifications des paramètres, et notamment qu'on dort moins bien pendant les périodes de pleine lune. Nous, on a fait une grande étude à Lausanne, c'est une des plus grandes études au monde, où on a enregistré le sommeil de la population générale. Donc, on a demandé à des volontaires s'ils voulaient qu'on enregistre leur sommeil. Donc, on a fait plus de 2000 enregistrements. Et a posteriori, donc on s'est dit, ah, tiens, on pourrait regarder à quelle phase de la Lune on a fait cet enregistrement pour voir s'il y a un lien. Ce qui est bien parce que finalement, ni les personnes qui ont participé, ni nous-mêmes, nous savions que nous allions faire cette étude. Parce que le risque, c'est un peu ça. On va étudier l'effet de la Lune. Il y a déjà une certaine prédisposition. Donc, on a regardé un petit peu en arrière. Et en fait, on n'a pas vu d'effet significatif. Donc, on n'a pas vu que les personnes qu'on avait enregistrées pendant la pleine lune dormaient moins bien que les personnes qu'on avait enregistrées dans d'autres périodes. Ceci dit, il y a peut-être, pour certaines personnes qui sont plus sensibles, quelque chose qui reste un petit peu du sommeil primitif qu'on avait quand on dormait dans les cavernes, hein, parce qu'il faut imaginer que les nuits de pleine lune, il y a plus de lumière. Et pendant les sommeils, nous sommes très vulnérables. Donc, à l'époque, probablement, il y avait beaucoup de lumière et les prédateurs pouvaient nous manger. On était peut-être plus alerte. Donc, peut-être à une époque, et peut-être on a gardé un petit peu ce qu'on appelle un horloge circalunaire qui fait que certaines personnes sont un petit peu plus sensibles. Mais pour l'ensemble de la population, on n'a aucune preuve que la pleine lune puisse expliquer les troubles du sommeil. Et par rapport à l'orientation du livre? Par rapport à l'orientation du livre, je n'ai pas non plus de notion scientifique. Moi, je pense que c'est important qu'on se sente bien dans sa chambre. Et si on a, voilà, on sait tous hein, que oui, la disposition d'une pièce est importante au confort, qu'on va se sentir mieux si le lit est peut-être dans ce sens-là, l'armoire à cet endroit-là. Il faut vraiment, je pense, suivre ce qui est instinctif. Je n'ai pas de connaissance d'études qui a regardé s'il fallait plutôt la tête au nord, au sud, l'impact des sources, etc. Mais si, voilà, si vous n'êtes pas à l'aise, tournez votre livre. Excellent. Et donc, une autre question, je ne sais pas si vous serez aussi à la répondre, c'est que pensez-vous de toutes les solutions? J'imagine qu'il y a un panoplie de solutions dans le marché pour s'endormir, même aussi peut-être la méditation guidée ou les séances hypnose, ou il y a des appareils pour s'endormir. Que pensons-vous de tout ça? En fait, il y a beaucoup de techniques. Enfin, moi, je crois qu'il faut surtout se méfier si on vous propose une solution miracle. Si on vous dit, écoutez, vous faites ça et avec ça, vous allez dormir. Là, je crois qu'il faut se méfier un petit peu parce que souvent, le sommeil, c'est un mécanisme complexe. Le sommeil est soumis à des multiples influences. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Donc, c'est plus effectivement toutes les techniques pour réapprendre à dormir, une bonne hygiène du sommeil qui sont importantes. Certaines techniques peuvent être intéressantes, c'est sûr, la relaxation, les yogas, les techniques qui nous permettent un petit peu de décompresser, ça nous permet de nous mettre dans des bonnes conditions pour dormir. Mais après, il faut que le sommeil vienne. Et parfois, même avec ce type de technique, il faut d'autres approches pour récupérer un bon sommeil. Et en tout cas, oui, je crois qu'il faut surtout se méfier des solutions miracles. Oui. Excellent. Et une autre question, donc je suis intriguée par mon compagnon qui parle en dormant. Est-ce qu'il est significatif ou est-ce que c'est de la divagation ou du rêve? Alors, on peut effectivement parler en dormant, comme on peut bouger beaucoup en dormant. Parler en dormant, ça s'appelle la somniloquie. Ça peut arriver dans certains stades de sommeil. Ce n'est pas de la divagation. Hein, le dormeur ne va pas s'en rendre compte.
c'est un phénomène un peu automatique qui va se mettre en route. Parfois, ça peut être aussi pendant un rêve. Donc, parfois, le discours va avoir un certain sens. Parfois, c'est des marmonnements qui ne veulent rien dire du tout. C'est très fréquent dans la population. Ça n'a souvent pas de signification particulière, enfin, pas de conséquences particulières. Quand c'est fréquent et que la personne est fatiguée, on peut se poser la question d'un trouble qui s'appelle une parasomnie, qui peut avoir besoin d'un traitement. Donc voilà, si on parle au cours de son sommeil et qu'on est en forme, je pense qu'il n'y a rien à en faire. Par contre, si on est gêné parce qu'on dort, on a un sommeil pas réparateur et qu'on est fatigué le jour, à ce moment-là, ça vaut le coup de consulter. On peut peut-être vous poser une question. Oui. Il y a une collègue française qu'on connaît bien, professeur, qui a étudié les sommeils, les langages des personnes qui parlent pendant leur sommeil. Et déjà, c'est qui parle le plus? C'est les femmes ou les hommes pendant les sommeils? Vous diriez quoi? Je dirais les hommes, parce qu'on parle pas pendant la journée, donc on parle le soir. Là, c'est pas moi qui l'a dit, hein. C'est pas moi qui l'a dit, mais effectivement, c'est les hommes qui parlent plus que les femmes pendant leur sommeil. Et quels sont les mots qu'on dit les plus souvent pendant son sommeil? Quels sont les mots? Il y a un mot qui sort très souvent pendant le sommeil. Peur. C'est non. C'est le mot non. Et après, il y a d'autres mots, mais ça, on ne peut pas les dire. Un peu plus fleuri. On ne peut pas le dire comme ça dans une conférence. Mais donc, on peut considérer ça normal ou est-ce qu'on doit être concerné, inquiet pour ça? Je pense que si on est en forme, il ne faut pas s'en inquiéter. Il faut s'inquiéter par contre si ça s'accompagne de beaucoup de gesticulations, de mouvements, ce qui ressemblerait à du somnambulisme. Si en même temps on tape, on peut se blesser dans son sommeil parce qu'on donne un coup dans le mur ou qu'on se lève, à ce moment-là, ça vaut le coup de consulter. Si c'est juste qu'on parle comme ça et qu'on est en forme, ça peut arriver. Excellent. Donc, super. Donc, on arrive un peu à la fin de notre webinaire. Donc, je voudrais vraiment vous un grand merci, Dr. Raffray, Dr. Abarrubio, pour votre temps, votre écoute, votre réponse à toutes ces questions. Et voilà, donc je voudrais aussi signaler à tous les gens qui sont en train de nous écouter. Donc, si vous désirez aller un petit peu plus, donc vous pouvez aussi lire le livre de Dr. Abarrubio qu'il a fait avec Dr. Rasner. Je l'ai lu ça fait 2-3 ans et ça m'a beaucoup aidé en fait. C'est d'une façon que c'était fait drôle, accessible. Donc cet ouvrage, c'est super. Et bien sûr, donc si vous avez aussi des problèmes et vous voudrez découvrir encore plus, donc prenez aussi un rendez-vous avec nos spécialistes. Donc, docteur, merci beaucoup encore une fois. Donc, je ne sais pas si vous désirez de faire un petit mot de la fin. Merci à vous. Merci à vous. Un plaisir. Un grand plaisir. Et voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Un grand merci de votre participation, d'avoir envoyé les questions en avance. Merci à nos spécialistes qui ont pris le temps de tout répondre. De ma part, c'était un grand plaisir de vous avoir, d'organiser ce webinaire. J'espère que ça vous a plu. Ce webinaire, il sera disponible aussi après, donc vous pouvez le regarder encore et encore, aussi dans nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager avec les gens que vous croyez qu'ils peuvent bénéficier de tout ça. Un grand merci et à une prochaine fois.